Ok, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, on va parler de Play to Earn sur les 45 prochaines minutes. Déjà, on va commencer par un petit tour de table, messieurs, si vous voulez commencer. Allez, je commence. Eh ben, enchanté, du coup je suis Marvin, CEO de Venalabs, une plateforme d'éducation qui gamifie l'expérience et qui vous permet de farmer des airdrops. Je découvre l'aventure Bitcoin en 2015 et depuis, j'ai jamais quitté l'aventure. Capet, tu veux continuer? Enchanté, Capet, donc créateur de contenu initialement sur le gaming. J'ai attaqué en 2008 sur YouTube. Jeune gamer, j'ai attaqué dès l'âge de 4 ans, j'en ai 30 ans aujourd'hui. Si je ne joue pas, je suis un petit peu malheureux. Et j'ai aussi cette casquette crypto, vous me connaissez peut-être comme cofondateur du MediaCoinAcademy.fr. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de gaming et de Web3, mais peut-être plus de gaming que de Web3 finalement. Jérém, tu veux prendre la suite? Moi, c'est Jérémy, connu comme Jérém souvent, et j'ai fondé une plateforme de gaming Web3 qui s'appelle Nerd Games. Et aujourd'hui, je suis fondateur et animateur d'un média qui s'appelle GM Web3, dans lequel on traite de l'actualité, on reçoit des personnalités et on anime des débats, des chroniques le matin en direct sur Twitter. Et Jean? Donc moi je m'appelle Jean, je suis CEO et fondateur de Fungible. Fungible, c'est un jeu play and earn sur le tennis. Pour ceux qui connaissent Sorare, je pense que la plupart connaissent, c'est simplement le Sorare du tennis. Et donc moi je suis évidemment un passionné de tennis et d'innovation, c'est pourquoi je suis rentré dans ce secteur et j'ai créé Fungible. Merci. Et je me présente Gary Beneza, j'ai créé le podcast Crypto Coulisses il y a bientôt 2 ans. Chaque semaine, j'interviewe un invité, un expert de l'écosystème crypto. Voilà. Et on peut commencer tout de suite, réexpliquer ce que c'est un Play to Earn. Capet, est-ce que tu veux réexpliquer Oui, alors Play to Earn, Play and Earn, en gros la logique c'est simplement de rajouter une logique économique Web3 sur du jeu vidéo. Donc il y a eu beaucoup d'essais, il y a déjà très longtemps, sur Bitcoin, en surcouche de Bitcoin, sur Ethereum, etc. Beaucoup d'essais qui ont très mal fini pour la simple et bonne raison que ce qui fait qu'un jeu vidéo a tendance à fonctionner, c'est qu'il y a un gros effet de réseau. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait, à des exceptions près, des jeux qui ont créé un fort effet de réseau et qui sont restés dans le temps. Yes. Je vous propose peut-être, les gars, de revenir sur quelques jeux peut-être qui ont marqué un peu l'histoire des Play to Earn. On peut commencer peut-être avec Axie Infinity. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut prendre la main sur le sujet? Axie Infinity. Sur Axie, alors moi, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer plus que ça, mais je me suis intéressé. Bon, déjà, ils ont visé dans un premier temps le marché asiatique. Il me semble que ça a été développé aux Philippines. Au final, la plupart des jeux qui ont fonctionné, c'est des jeux qui ont targeté le marché asiatique. C'est possible. Stephen, c'est un peu comme ça. Parce que déjà, ces gens-là ont des niveaux de revenus bien moindres, donc forcément, l'argent a beaucoup plus de valeur de leur côté. Donc déjà, ils ont une facilité à se satisfaire avec moins. Et autrement aussi, ils sont beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui va être jeux sur mobile, comme à l'époque de Facebook, quand on avait Farmville, etc. Et aussi, jeux web, jeux sur le mobile. Donc, Axie, je dirais que ça a été un bon coup, parce que il y a eu cette petite logique économique. C'était à l'époque de la bulle des NFT aussi, avec la possibilité aussi de faire s'accoupler 2 bestioles pour en créer une 3e, donc pour pouvoir les remettre sur le marché et créer toute une logique économique autour. Et à cette exception-là, j'ai pas vraiment de jeux Play to Earn, moi, qui m'ont vraiment pris au trip. Ok. Pour rappel, Axie Infinity, le token, il est monté à une market cap de plusieurs milliards. Bon, là, c'est clairement descendu. Mais ouais, c'était peut-être le plus connu. Tu parlais de Stephen aussi, Marvin? Oui. Stephen, je trouve que ça a été un jeu qui te faisait sortir de la maison. Ça m'a fait un peu penser à Pokémon Go. Je sais pas si vous avez eu... Moi, j'ai pas mal joué à Pokémon Go à l'époque quand c'était sorti. Je sais que ça avait été une dinguerie. Tous les gamers, ils étaient dans la rue, tu les voyais capturer des Pokémon. Stephen, ça a fait un peu le même délire. Nous, on était au bureau. Il y avait des pauses qui n'avaient jamais été faites à l'époque au bureau. Et tous les 4 heures, tous les 8 heures, il y en a qui faisaient la pause, 15 minutes, on part marcher. Et tu étais rémunéré pour marcher. Et en vrai, c'était quand même une dinguerie. C'était, je pense, pas réellement c'est du move to earn, c'est pas du play to earn, mais ça rentre quand même dans la catégorie. C'est la même logique économique. En fait, depuis tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas très vendeur. On est sur un call gaming et je dis ouais, j'ai pas été très branché et tout. En fait, le problème qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que généralement la rémunération, elle se fait soit avec un token fongible ou même plusieurs tokens fongibles, soit des NFT. Donc, c'est-à-dire que il y a une première étape, comme avec les airdrops, où tout le monde est à fond, tout le monde prend un risque pour pouvoir alimenter la machine. Mais après, il n'y a pas
le système ne fonctionne pas sur plusieurs mois, plusieurs années. C'est souvent très pyramidal. En fait, tu te rends compte que tu dois prendre 2 NFT pour en créer un 3e. Stephen, ça fonctionnait comme ça. Axie Infinity, ça fonctionnait comme ça. Sorare aussi, oui. Sorare aussi, c'est vrai. Tant qu'il y a des gens qui intègrent le jeu, ça fonctionne. On l'a vu avec Axie, avec Stephen. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça s'effondre? Soit régulation. Régulation, c'est ce qui arrive chez Stephen. Interdiction d'utiliser ça sur le marché chinois. Le marché chinois, c'était des millions et des millions de personnes qui utilisaient Stephen. D'un coup, la marketplace, elle est inondée de personnes qui veulent se débarrasser de leurs chaussures. Tu as acheté peut-être ta chaussure 20, 30 sols. Tout le monde veut la vendre en même temps. C'est un marché qui n'est pas liquide. Comment tu fais? Tu essaies de la vendre moins cher que les autres parce que tu veux t'en séparer. Du coup, En fait, si tu permets, l'idée souvent de ces jeux et la limite, c'est qu'ils ont davantage attiré des farmers que des véritables joueurs. Et quand tu parlais des Philippines, c'est intéressant parce qu'en fait, l'arbre qui cache la forêt, c'est les joueurs individuels. Avec la narrative de dire grâce à ces jeux, ils ont pu gagner plus qu'un SMIC là-bas. La vérité, c'est qu'en fait, des usines de farmers ont été créées dans ces endroits-là, dans lesquels les gens étaient payés avec un salaire qui était plutôt correct, pour jouer sur des dizaines de téléphones. C'était vraiment industrialiser le jeu. Et donc en fait, ça, le problème, c'est que après on en arrive au problème dont vous parlez, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de durabilité économique avec ça, puisqu'il y a un effet un peu, il faut des nouveaux joueurs systématiquement. Et à partir du moment où le nombre de joueurs se tarit, le token, lui, il est inflationniste en plus pour la plupart du temps. Et après, tu as une désincentive économique qui fait que tout s'écroule, quoi. Mais il ne faut pas être dupe, et c'est l'une des limites des play to earn, si tu veux peut-être en parler. C'est justement le manque de durabilité et le fait qu'on n'attire pas de joueurs. On attire essentiellement des investisseurs, farmers. Donc voilà. C'est ça. Oui, je peux peut-être finir sur Sorare pour compléter le tour. Le problème de Sorare, on part quand même d'une licorne française qui a été valorisée 4 milliards de dollars, 680 millions qui était le record de levée de French Tech à l'époque avant Mistral. La problématique, c'est qu'en fait, comme on disait, il y a des cycles. On est arrivé dans une période de bear market. Et quoi qu'on en dise, Sorare, c'est quasiment tout sauf un jeu, puisque les gens, ils viennent quand même pour l'aspect spéculatif. Ils venaient pour gagner beaucoup de TH à l'époque qui était vraiment très intéressant pour eux. Et donc, on est arrivé dans une période vraiment délicate pour l'écosystème crypto-monnaie, play to earn, ce qui fait que Sorare, finalement, n'avait plus de nouveaux arrivants et donc ne pouvait plus tout simplement fournir la supply nécessaire. Et donc, du coup, ils ont eu des problèmes tout simplement de cash, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont dû se reconcentrer sur les sports qu'ils avaient déjà signés. Et au lieu de faire 300 ou 500 millions de chiffre d'affaires, ils en sont plutôt à 150 millions aujourd'hui, alors qu'ils ont le potentiel de faire beaucoup plus. Yes. C'est intéressant, Sorare, parce que elle est où la frontière, tu vois, entre jeux vidéo et paris en ligne? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des personnes qui achètent une carte virtuelle d'un jeu de 600 000 €, je vois pas où est le jeu dans cette partie-là. Pour moi, la partie jeu, elle est vraiment sur la partie gratuite. À la limite, c'est ce qu'ils essayent de faire tant bien que mal. Pour ceux qui connaissent, il y a MPG qui fait la même chose, où ils ont beaucoup plus d'utilisateurs que Sorare sur la partie gratuite. C'est là où, pour moi, Sorare, ou même nous, Fungible, c'est ce qu'on essaye d'aller, c'est-à-dire sur la partie gratuite, etc. Mais la frontière, elle est tout simplement sur le côté investissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépense beaucoup d'argent, il faut assumer le côté investissement, le côté retour sur investissement. Et il faut assumer le fait que il y a des personnes qui vont investir beaucoup et qui vont s'attendre à des retours sur investissement assez intéressants sur ce type de plateforme. Alors c'est peut-être intéressant aussi de revenir sur l'aspect régulation. Sorare était un peu inquiété à un moment donné avec l'autorité des jeux. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut en parler. La fameuse loi Sorare. C'est-à-dire qu'en France, celui qui est l'autorité qui régule les jeux de hasard et d'argent, c'est l'ANJ, l'autorité nationale des jeux, qui s'appelait l'Argel avant, pour ceux qui n'ont pas connu le changement. Et en fait, alors ils ont surtout eu des gros problèmes en Angleterre. Et en France, effectivement, il y a eu une enquête aussi qui a été ouverte dans ce cadre-là. Mais entre-temps, il y a un cadre réglementaire dérogatoire à l'autorité, à l'Agence nationale des jeux, qui s'appelle le cadre JONUM. En fait, l'objectif de ce cadre dérogatoire, c'est d'apporter un cadre réglementaire adapté, un peu plus souple pour les jeux Web3, qu'on appelle des jeux avec, disons, des objets monétisables. Et l'idée, c'est que ce cadre-là a essayé de faire la différence entre le jeu de hasard et d'argent, typiquement casino, poker, loterie, etc., et les jeux dans lesquels tu as un gain monétaire indirect. Donc pas de dollars, enfin pas de monnaie fiat, pas de stablecoin, mais des crypto-monnaies,
ou des NFT, typiquement. Et grâce à ça, ça leur permet de pouvoir continuer d'exercer. Alors, ça ne les empêche pas de devoir mettre en place un mécanisme de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, protection des mineurs, lutte contre l'addiction, etc. Mais au moins, ils ont le droit de pouvoir exercer convenablement. Et là, ça nous ouvre à une autre discussion, c'est comment certaines entreprises, à un moment donné, se disent « je vais peut-être aller dans un autre endroit » dans lequel la réglementation sera peut-être plus facile pour que je puisse me développer. Mais voilà en l'état aujourd'hui sur le gaming Web3 de la réglementation. À noter que Genoom est quand même sous le contrôle de l'ANJ, mais avec un système dérogatoire. Ça marche. Et on parlait de Stephen, pour venir juste sur Stephen, il y a un côté un petit peu pyramide de Ponzi finalement. Moi j'ai l'impression à l'époque, je ne comprenais pas où on créait de la valeur en marchant dans la rue. Je pense que l'idée, c'était surtout de se dire, tu monétises le fait d'aller faire du sport. Enfin, j'ai envie de te dire, comment tu peux monétiser dans la DeFi le fait d'apporter la liquidité dans une pool? T'as quand même des mécaniques. Typiquement, sur Stephen, ils auraient pu, par exemple, comme sur Waze, tu monétises le fait de se déplacer en voiture, mais tu as de la monétisation avec des encarts publicitaires. Dès que tu passes devant... En fait, il y avait des relais de croissance des partnerships avec Nike, avec Adidas. C'est ça, clairement, que les gens leur ont reproché. Il y a des nouveaux projets qui arrivent qui ont pour ambition de faire ça. Après, eux, ils ont eu cet effet d'engouement qui a fait que tout le monde en a parlé d'un coup. Le token à pump, c'est littéralement ce qu'on a vu sur Axie Infinity au final. Le token, il n'avait pas pour objectif de pumper. Tu as un token qui est censé être un token de reward pour des utilisateurs qui viennent jouer et obtenir des récompenses pour avoir ce earn. Comment c'est possible que le token, il pump? Il y a de la spéculation. Les gens, à un moment, ils en achètent. Ils se disent, ça va monter, tu peux pas arrêter ça, quoi. Yes. Et aujourd'hui, de ce marché du play to earn, selon vous, il en est où? Est-ce qu'il en est un peu nulle part? Est-ce qu'il y a un peu une relève? Alors, moi, je pense que ce qui fait qu'un jeu multijoueur tient dans la durée, c'est deux composants. C'est soit l'e-sport, soit les collectionneurs, soit les deux. Dans l'e-sport, il y a ce côté un peu wannabe. Je vais citer quelques noms, du Counter-Strike, du League of Legends, du Valorant, du Call of Duty, tout ça. Tu as une petite niche de joueurs professionnels qui sont extrêmement bons, qui produisent du contenu sur Twitch, sur YouTube, etc., qui arrivent à en vivre, soit en gagnant des compétitions, soit en créant du contenu. Et tu as tout le monde autour qui aspire à devenir aussi des joueurs professionnels, etc., et qui investissent de leur argent, de leur temps, pour devenir des joueurs professionnels. Et c'est ça qui fait qu'un jeu comme Counter-Strike ou Call of Duty, bref, des licences qui arrivent à toujours fournir de la nouveauté, de l'événementiel, etc., arrivent à s'en sortir. Parce qu'il y a toujours des gens qui aspirent à devenir les meilleurs. Et pour ce qui est du côté des collectionneurs, ça va être par exemple acheter des skins, acheter le skin du meilleur joueur de Counter-Strike ZywOo, ou un skin qui est à la mode parce qu'il a utilisé par tel ou tel youtubeur. Et donc ça conserve de la valeur parce qu'il y a une valeur sentimentale finalement. Et c'est dans ces deux cas, aujourd'hui, on n'a pas encore été en capacité dans le Web3 de le faire. Donc où est-ce qu'on en est? C'est qu'aujourd'hui, on a quelques titres qui sont sexy, mais on n'a pas encore un jeu qui est suffisamment bien fini, avec une belle histoire, une belle DA, pour créer ce côté amoureux qu'on pourrait retrouver sur un League of Legends, un Counter-Strike ou autre. Du coup, on n'a pas simplement envie de jouer. Aujourd'hui, est-ce que les gens qui viennent, ils viennent pas pour gagner, au lieu de se dire je viens pour jouer, quoi. Enfin, yes. C'est ça qui manque. Il nous manque comme on disait tout à l'heure, le GTA de la crypto, le fameux truc où il n'y a pas forcément besoin d'avoir une tokenomics à l'intérieur pour que tu viennes jouer. En fait, tu viens jouer parce que tu t'amuses et que tu as envie de te détendre. Et potentiellement, tu peux imaginer des systèmes de reward avec des concours, comme on le voit aujourd'hui dans les concours de jeux traditionnels, qui sont totalement Web 2. Est-ce que pourquoi pas demain, le Play to Earn, c'est simplement un jeu normal, beaucoup moins monétisé, mais dans lequel tu as une compétition mensuelle ou annuelle qui permet à certains joueurs de venir obtenir des récompenses, mais... On parle de plus en plus de play and own aussi, justement ça fait écho à ce que disait Capet, où on vient pour collectionner les assets numériques dans le jeu en fait. Après, l'idée, c'est qu'il y a des limites au jeu actuel. Alors, je ne suis pas le plus grand gamer, mais si le constat est à peu près le même qu'il y a 2 ans, je ne dois pas être très loin de la réalité, mais vous me contredirez s'il faut. C'est que d'abord, on a un gameplay qui est souvent très pauvre. Ouais. Et les joueurs, ils ont besoin d'être sans cesse motivés à revenir avec de l'événementiel, avec des mécaniques de jeu un peu plus complexes, avec un storytelling. Tu parlais de la DA qui est essentielle. Donc le gameplay, en fait, le jeu en lui-même est souvent assez mauvais, surtout quand on a aujourd'hui l'habitude d'avoir une industrie du jeu vidéo qui vraiment arrive à des niveaux de réalisme, même avec l'intelligence artificielle qui arrive, etc. Donc vraiment, je dirais le gameplay.
Ensuite, on a l'a priori négatif de la part de l'industrie du jeu vidéo qui fait peser finalement des préjugés très négatifs sur l'écosystème Web3, crypto, etc. Et ça, c'est une barrière à l'entrée qui est assez importante. Et enfin, je pense que la troisième chose, c'est que les jeux dans le Web3 mettent davantage en avant le côté gain que le côté jeu, même dans leur communication et leur marketing. Et ensuite, je terminerai là-dessus, c'est assez amusant, c'est qu'ils sont très contents d'attirer des joueurs avec le gain. Et ensuite, certains ont même tendance à reprocher à leurs joueurs d'être là pour le gain. Et cette hypocrisie de dire « t'es bien content d'aller chercher un farmer quand t'as besoin qu'il fasse de la pub, qu'il achète ton token, etc. » Et ensuite, tu dis « ouais, mais les joueurs, j'en ai marre, vous me parlez tout le temps de gain. Moi, je vous propose un jeu, les gars. » Enfin, voilà, ça m'amuse beaucoup, cette hypocrisie qu'on a parfois. Et ouais, tu parlais de gameplay, je trouve que c'est hyper intéressant. Pourquoi les jeux blockchain, enfin le gameplay, le graphisme est vraiment naze en fait? Ça coûte cher de développer un jeu. Pardon, en une seule phrase, on nous promet des AAA, c'est le terme que tout le monde a envie de s'approprier. Un vrai AAA, ça coûte des dizaines de millions de dollars, pour certains même des centaines, voire des milliards. Je crois qu'il y a même des jeux pour un budget d'1 milliard. Donc évidemment, dans le Web3, déjà les studios ne financent pas. Donc, tu es obligé de le financer par ta commu, mais bon, l'argent n'est pas extensible. Et puis, je pense que Marvin pourrait nous en parler. Il y a d'autres narratives, telles que les airdrops, la DeFi, etc., qui captent ces fonds qui pourraient être utilisés dans l'industrie du jeu Web3. Il y a aussi un truc qui est intéressant avec les tokens. Dans le Web3, on a créé un outil de financement qui est le SAFT. Et en fait, on se rend compte que beaucoup d'entrepreneurs, des fois, ont du mal à financer leurs jeux vidéo dans le Web2 avec une levée de fonds traditionnelle. Et du coup, vont se tourner vers un token qui est beaucoup plus, entre guillemets, attrayant pour les investisseurs. Et se retrouvent avec un token dans les pattes qu'il va falloir utiliser à un moment T. Ils s'en servent. Tu peux expliquer c'est quoi le SAFT? Le SAFT, pardon. Le SAFT, c'est simplement quand vous faites une levée de fonds en crypto, vous allez faire signer ce qu'on appelle un SAFT. Je sais pas le. En fait, c'est un contrat d'engagement de livrer des tokens contre une somme que tu me donnes maintenant. Vulgairement, c'est ça. J'ai plus la terminologie de SAFT, SAFT Agreement, je sais plus quoi. Bref, c'est un peu le système de BSR qu'on a en France. Bref. L'idée, du coup, c'est simple, faire venir des investisseurs et leur donner votre token, une promesse du coup d'une valeur future en échange d'un montant à un instant T qui va leur permettre de développer leurs jeux vidéo. Par contre, je trouve qu'il y a des jeux qui arrivent, alors des AAA, je sais pas, mais mine de rien, tu regardes un Aurori, les graphismes sont pas dégueux. Moi, je sais que j'ai investi à titre perso dans Oxia. J'aime bien, c'est du PVE. Après, bon, c'est pas non plus encore un AAA, mais les graphismes s'améliorent. On n'est pas encore, c'est sûr, au stade de GTA, mais ça va dans le bon sens. Je pense qu'il y a une thématique aussi qui a fait attirer beaucoup de gens dans l'univers du gaming. Ça a été Facebook avec toute la thématique métaverse. Aujourd'hui, tous les projets qui ont levé pour du métaverse, c'est ni plus ni moins que des jeux de gaming Web 2. Enfin, pour moi, le métaverse, on n'est pas encore dans Ready Player One. J'ai rencontré le mec de Futureverse là, qui ont levé 36 millions, là, je ne sais plus combien exactement, pour développer du coup le fameux métaverse de Ready Player One. C'est intéressant, il y a des mécaniques qui arrivent, mais pour le moment, c'est ni plus ni moins qu'un jeu vidéo. Enfin, on n'est pas encore au stade où on va mettre un casque, on va se balader dans la rue, il y a un monde virtuel. Voilà, c'était juste à un moment donné. Et d'ailleurs, quand tu regardes la stratégie de Sandbox, pour prendre le plus gros, il a décidé de tourner son business model du B2C au B2B. Parce que jusqu'à présent, ils vendaient des landes alors certes à quelques entreprises, mais surtout à du retail, en leur proposant des expériences immersives, etc. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas durable. Et là, depuis quelques années, ils ont lancé un programme de grant dans lequel ils s'intéressent plus aux développeurs pour les financer, les incentiver, pour qu'ils viennent créer des expériences sur le jeu. Et finalement, c'est plus à The Sandbox d'attirer des joueurs, ce sont aux développeurs de ces expériences de les attirer. Donc ils ont délégué cette partie acquisition qui était évidemment très coûteuse et pas durable. Donc même de ce niveau-là, de ce point de vue-là, on voit qu'il y a une transformation du secteur du métaverse qui, tu as raison, c'est un jeu vidéo. Hein. Sur ça, on est d'accord. On voit au final Minecraft. Minecraft, ça a fonctionné un petit peu comme ça. On réplique ce qui fonctionne dans le Web 2 et généralement c'est ce qui marche aussi dans le Web 3. Hein. Ouais, après, on réinvente pas les roues. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le métaverse, déjà, on est comme souvent peut-être trop avant-gardiste sur un sujet. Pour moi, le métaverse, c'est un peu la suite logique des réseaux sociaux. On va prendre l'exemple de Twitter. Twitter, c'est pas Twitter qui crée le contenu. C'est les gens qui vont sur Twitter et qui créent le contenu. Là, c'est la même chose. Tu mets à disposition une boîte à outils, une map,
différents types de gameplay, autres briques de gameplay. Après, tu laisses les gens créer leurs immersions et c'est ça qui va dumper la communauté. Donc moi, j'y crois très très fort au métaverse. Le problème du métaverse aujourd'hui, c'est que les gens qui ont vraiment les capacités de faire des gameplays, des univers uniques, ne sont pas intéressés et très probablement parce qu'ils ont des limitations techniques. Voilà. On n'a pas le hardware suffisant pour pouvoir avoir les sensations qu'on a sur du gaming, on va dire, un peu plus traditionnel. Et c'est pareil, tout à l'heure tu parlais du gameplay. Pourquoi on a l'impression que les gameplays dans les jeux Web3 sont nazes? C'est parce qu'un gameplay, c'est une vision. Quand tu joues à un Counter-Strike, par exemple, tu sais que tu as quelque chose de pseudo-réaliste où tu as un spray pattern sur les armes à apprendre par cœur, tu ne dois pas tirer en courant, tu dois connaître les maps par cœur. C'est une vision et tout le gameplay, il est adapté autour. Tu passes à Call of Duty, c'est jump shot, drop shot, tu sautes partout, etc. Aujourd'hui, tu joues à un jeu Web3, très généralement, il va être basé sur Unreal Engine, donc c'est la boîte à outils d'Epic Games. Donc c'est pour ça que ça ressemble beaucoup à Fortnite à chaque fois, parce qu'en fait, ils prennent des briques, un espèce de template de Fortnite, où ils mettent 2-3 armes dessus, qui vont essayer de monétiser pour dire voilà, on a mis de la logique économique dessus, et le jeu, il est fini à 20%, et ça part en prod. Et donc les gens, ils arrivent, ils s'en foutent de savoir que c'est fini à 20%, etc. Première impression, le jeu, il est naze, terminé. Voilà. Donc on a voulu rentrer dans cette logique de, parce qu'on fait du communautaire, on a envie de les faire rentrer tôt dans le projet, investir tôt dans le projet, pouvoir proposer des améliorations, etc. Mais en fait, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Quand on joue à une bêta d'un jeu ou une alpha d'un jeu AAA dans un jeu Web 2, le jeu il est quasiment fini. C'est-à-dire qu'après, c'est des derniers ajustements. Si tu es arrivé avec un Call of Duty où tu n'as pas les textures sur la map, les armes, elles sont pas équilibrées, le jeu, il fait que planter, etc., voilà, c'est même pas la peine de le sortir, ton jeu. Ça a été le cas avec X-Defiant chez Ubisoft. Ils ont fait une bêta, 2 bêta, 3 bêta. Les gens, ils ont vu aucune différence entre les bêtas. X-Defiant est sorti. Gros flop. Et aujourd'hui, ils ferment les serveurs parce qu'en fait, ils ont floppé du début à la fin. Donc ça arrive aussi dans le monde du Web 2 traditionnel. Et j'ai l'impression que si on parlait de Minecraft et Roblox, bah c'est des métavers très Web 2 où j'ai l'impression que le jeu est vraiment au centre de l'expérience utilisateur, alors que sur The Sandbox, donc il y a un métavers Web 3, peut-être que le token est un peu omniprésent et au détriment peut-être de l'expérience du jeu, non? Bah, je vais dire un truc assez trash et je m'excuse, mais est-ce que tu t'amuses quand tu joues à The Sandbox? Alors moi, j'ai joué genre il y a 2 ans, j'ai fait, je sais plus, enfin ça a duré 10 minutes, hein, mais c'est vrai que à part aller tout droit à gauche, à droite, tu pouvais pas faire grand chose. Après, ça se trouve, le jeu a évolué, hein, j'ai pas. Bah, le principe d'un jeu, c'est de s'amuser. En fait, à partir du moment où tu t'amuses pas, tu peux essayer. Bah, c'est comme les applications Web 3. Est-ce que tu veux t'amuser dans le métaverse? En fait, tu as vraiment cette question. Tu n'es pas obligé, je pense, de t'amuser dans le métaverse. Bah, bien sûr que si. Okay. Enfin, soit ça t'amuse. Tu t'amuses pas sur Twitter, tu vois, tu compares Twitter au métaverse. Bien sûr que si. Moi, je me connecte à Twitter tous les jours parce que j'apprends, je m'amuse, etc. Si j'avais plus le côté amusant, je ne mettrais plus les pieds sur Twitter. Et imaginons, tu te mets à apprendre, tu vois, c'est un peu ce que je trouvais Sandbox. Ils avaient fait un partenariat, si je ne dis pas de bêtises, avec Casino pour les agriculteurs. Par rapport aux abeilles, il y avait toute une thématique en ce moment pour sauver les abeilles, c'était assez intéressant. Toi, ça, je trouve ça bien. Mine de rien, moi j'y suis allé, je me suis connecté. J'ai mon grand-père qui est apiculteur. Et justement, je lui avais dit, garde, il y a un truc dans le Web3, ils font un truc pour les apiculteurs. J'ai appris des choses. Je me suis pas forcément amusé, mais j'étais dans un univers où je me déplaçais, je parlais des agriculteurs, il y avait d'autres gars sur la map, tu discutais avec eux. Moi, j'aime bien le côté où tu peux échanger avec les gens en direct. Ça, c'est quand même assez drôle. Tu as des applications qui sont B2C, mais tu as aussi plein d'applications B2B dans le métaverse. Le recrutement, fait d'organiser des réunions, enfin c'est des trucs tout con du quotidien, et avec le développement du télétravail, etc., on a envie d'avoir des environnements gamifiés dans lesquels on peut se retrouver, faire des tâches, etc. En fait, tout est possible. À partir du moment où c'est gamifié, c'est que ça crée des comportements répétitifs avec à chaque fois des nouvelles incentives à revenir, ça devient un jeu en fait. Après, s'amuser, ça peut être, je suis d'accord, hein, ça peut être pour s'amuser, ça peut être pour apprendre, ça peut être pour interagir. Par exemple, tu parlais de Roblox, il y a le côté jeu, gaming, très important, mais tu as aussi l'aspect communautaire qui est fondamental. Il y a aussi le côté ostentatoire aussi. Tu aimes montrer tes résultats sur les réseaux sociaux, et ça aussi, c'est hyper important d'avoir ce côté, tu disais wannabe, c'est wanna show aussi, tu vois, j'ai envie de montrer mon score, etc. Donc, si tu arrives à faire ça, tu peux faire quelque chose de sympa. J'ai un autre sujet, mais j'attends ta prochaine question. Ok.
Tout à l'heure, c'est intéressant, on parlait des licences justement de GTA, de Counter-Strike. Pourquoi ces jeux assez mainstream, finalement, ils ne se tournent pas vers le Web3? Et c'est intéressant parce que tu parlais aussi de skins. Pourquoi ces skins, elles ne sont pas tokenisées? Parce que cette skin, tu pourrais finalement l'utiliser d'un jeu à un autre. Elle pourrait être interopérable entre les jeux. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Sur Counter-Strike, c'est tokenisé, mais par des tierces parties. C'est pas fait officiellement par Steam. Pourquoi c'est pas fait par Steam? Parce qu'ils en ont absolument aucun intérêt à l'instant T. Ils vont perdre du pognon s'ils le font. À un moment, eux, leur intérêt, c'est que tu viennes acheter ton skin. C'est pas que tu le transfères d'un counter A à un counter B, c'est que tu viennes acheter ton skin sur le A et sur le B. C'est du business. Ça, en fait, ça n'apporte rien. Si tu fais du commerce sur le marché secondaire, l'émetteur va gagner typiquement des royalties, 5-10%. Alors que s'il le vend, il gagne 100%. Voilà. Après, nous, on a intégré des skins sur notre jeu. En fait, on vend des tenues virtuelles qui permettent simplement d'équiper ton avatar et d'avoir des points bonus. On a fait des partenariats avec des marques, Le Coq Sportif, Decathlon, Technifibre. Et ce qu'on constate, c'est que ça se vend vraiment plutôt bien sur des tenues Coq Sportif. On a vendu parfois à 300-200 $, parce qu'elles ont un intérêt sur le jeu et parce que comme elles sont très rares, il y a un aspect évidemment collection qui fait qu'elles ont une demande beaucoup plus élevée que les autres skins. Et donc on voit très bien que l'aspect collection dans ce type de jeu est vraiment très importante et que finalement les skins fonctionnent plutôt bien et les gens peuvent les revendre aussi. Donc nous, comme disait Jérémy, on touche des royalties. C'est évidemment pas là où on va toucher le plus d'argent, mais sur la vente principale à 100% sur la première vente. Quand tu dis du coup il y a un intérêt, c'est il y a un intérêt dans le jeu. Il n'y a pas que collection. Skin. Bah, en fait, ça te donne des points bonus. Quoi. Voilà, du coup, c'est pas qu'un skin. C'est deux. Tu as l'aspect collection et tu as l'aspect intérêt. Peut-être gagner des points de vie, je te donne un. Enfin, est-ce que ça se compare plus du coup à un stuff? Moi, je joue à WoW, du coup, genre à une armure que tu vas avoir qui va être peut-être jolie, mais surtout qui te donne plus de PV et qui te permet de défoncer. En gros, c'est pay to win ou pas? Non, c'est pas pay to win parce que ça te permet de gagner quelques places, mais ça va pas te permettre de gagner. C'est ta stratégie qui va te permettre de gagner dans le jeu. Ouais, ok. Okay. Et c'est important cette distinction entre play to earn, play and earn, pay to win. Non, mais c'est fondamental. Mais tu vois, toi, c'est dans ton intérêt parce que tu es un jeu Web3, tu t'adresses à une audience qui est plutôt Web3. Mais si on revient à la question que tu posais, c'est-à-dire pourquoi les grands studios ne se mettent pas là, effectivement, ils n'ont aucun intérêt économique. Et il y a aussi un autre élément qui est important. C'est que lorsque tu sondes les joueurs, ils n'en veulent pas. Je parle de vraiment la masse des joueurs. Il y a des studios qui ont lancé des initiatives Web3 en 2020-2021. Ils en sont revenus. Certains sont revenus, d'autres ont fait des choses différemment. Mais tu vas dans les salons gaming à Paris ou ailleurs, les joueurs, en fait, il y a ces préjugés dont je parlais. Et c'est risqué, réputationnellement, etc. Ouais, mais justement, c'est intéressant. D'où vient ce préjugé? Pourquoi les joueurs ont vraiment... pris les NFT en grippe, alors que ça pourrait justement les aider dans leur expérience utilisateur parce qu'ils pourraient justement avoir leur skin ou peu importe leurs assets. Je te réponds en une seule phrase. C'est la même question que tu pourrais poser concernant Bitcoin et l'euro. La masse des personnes qui utilisent des monnaies fiduciaires, ils auraient intérêt en termes de souveraineté. Bref, je ne vous refais pas le débat sur le Bitcoin. Et pourtant, ils se sont attachés à l'euro. Ils ont une mauvaise image de Bitcoin et des crypto-monnaies. Je pense que c'est peu ou prou la même chose dans le gaming, en fait. Et ça nécessite de l'éducation, du temps, de l'itération, des use cases réussis. Ça prend du temps, c'est normal. Après, avec le nombre de scams sur les NFT, c'est normal que les gens, au bout d'un moment, ils se disent bon, bah, il y a 95% de scams, ça me rassure pas du tout, quoi. Tu n'es pas obligé d'avoir des NFT dans un jeu. Je pense que tu peux avoir plein d'autres mécanismes qui font que c'est un jeu Web3, mais sans NFT. Mais du coup, le terme NFT fait peur. Et c'est pour ça que les gros studios n'accélèrent pas forcément aussi là-dessus. Je pense que le gros avantage quand même du Web3, le fait d'avoir des tokens, des NFT, c'est la commu. Mine de rien, un jeu, comme tu dis, c'est avant tout une communauté. Il n'y a pas plus facile aujourd'hui de créer une communauté que si tu lances une collection de NFT ou, bon, peut-être un peu moins les NFT maintenant, mais... Ce ne sera pas une communauté de joueurs, ce sera souvent une communauté d'investisseurs ou farmers. Et je pense qu'il est là le problème. Ouais. Je vais être l'homme à abattre, je suis désolé. On va revenir à Counter-Strike. Avantage de la crypto, traçabilité. Tu peux, sans blockchain, tracer tous les skins, le niveau de rareté, tu as tout dans les API de Steam, tu peux tout faire. La revente, tu peux le faire sur des marchés secondaires. Il y en a qui ont créé des bots à partir de l'API Steam, pareil. C'est légal c'est en zone grise.
Donc, Steam sont contents parce qu'en fait, ça crée de l'activité. Et puis, quand il y a un régulateur qui vient, ils font genre qu'ils n'étaient pas contents, mais en fait, c'est ça qui crée l'activité. Et tu peux citer ça point par point. Malheureusement, aujourd'hui, même la commu, tu peux faire une commu sans Web3. Tu vois. Je veux dire, voilà. Donc, en fait, les joueurs sont en mode, mais t'essaies de me vendre ton truc, mais ça m'apporte quoi, fondamentalement? Ça m'apporte rien. Et on n'a aucun contre-exemple de lui dire oui, mais si, regarde, il s'est passé ça, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'exemple. Ça a été à chaque fois des trucs plus ou moins rigolos, mais qui finissent toujours plus ou moins par des fiascos pour ceux qui sont arrivés en dernier. Que ce soit du CryptoKitties, que ce soit des NFT, que ce soit des jetons fongibles, ce que tu veux. Donc les gens, ils sont en mode, je comprends, c'est bien, si ça permet d'enrichir ou de maintenir à flot un studio de jeux vidéo, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, faites des bons jeux. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, cependant... La target, tu vois, ma mère, elle ne jouera jamais à Counter. Par contre, elle joue à Candy Crush. Et c'est un peu le système au début, comme tu disais, les jeux sur Facebook. C'est ce qu'on retrouve un petit peu, je dis bien un petit peu, qui arrive sur Telegram. Et ça, je pense que typiquement, c'est un truc que ma mère, elle pourrait faire. Peut-être des fois, un peu comme en ce moment, il y a un projet français, c'est My Lovely Planet. Le principe est le même. Tu peux planter tes petits trucs là pour planter des arbres dans la vraie vie. Il y a une dimension écologique. Après, voilà, est-ce que le token il sert à quelque chose? Ça, c'est notre discussion. Ok, mais tu vois, on a quand même un exemple qui est intéressant. Ils sont là, c'est Off the Grid, jeu sur Avalanche. Ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des jeux vidéo, bien avant le Web3. Aujourd'hui, il y a une partie Web3, en fait, quand tu crées un compte, automatiquement, ça crée un wallet en backstage, tout est tokenisé, etc. Mais pour un joueur, c'est le même modèle que d'habitude. Ça ressemble beaucoup à Apex Legends, à tous les niveaux. Au niveau du gameplay, au niveau de la taille de la carte, au niveau même des menus, ça ressemble vraiment beaucoup à Apex Legends, mais auquel tu viens rajouter un petit peu de tokenisation. Et en fait, la tokenisation, elle est bonus. Voilà, c'est un argument supplémentaire, mais la vitrine de Off the Grid, c'est pas de dire on est un jeu Web3. C'est avant tout de dire voilà, on est un jeu multijoueur. Et tous les gens qui sont, on va dire, subventionnés, les créateurs de contenu, etc., ce sont des gens qui font des jeux traditionnels, du Call of Duty, du Apex, etc. Et ça s'adresse à un public de joueurs PC et de joueurs console traditionnels. Ça ne s'adresse pas à des investisseurs. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, en fait. La blockchain, c'est bien. Ça permet de faciliter plein de choses. L'interopérabilité, peut-être recycler des contenus, peut-être faciliter la commu, transvaser des données d'un point A à un point B, peu importe. Mais c'est tout. Faut pas en faire tout un pataquès, parce que ça saoule tout le monde, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, de faire en sorte que le Web3 sur un jeu vidéo il soit optionnel, mais pas au centre de l'expérience utilisateur. Et tu disais que finalement, Counter-Strike, enfin les grosses majors dans les jeux vidéo, eux, ils n'ont aucun intérêt finalement à intégrer de la blockchain dans leur jeu. Est-ce que justement l'impulsion, elle viendrait pas des challengers un peu comme Off the Grid qui vont intégrer ça pour avoir cet élément différenciant et qu'après, les gros seront obligés de suivre en fait? Leur seul intérêt pour moi aujourd'hui, ce serait la réglementation, de pouvoir bypasser certaines réglementations pour pouvoir lancer des nouvelles logiques économiques. Comme le fait d'avoir une monnaie. Aujourd'hui, par exemple, un jeu sur Steam, quand tu vends un skin, tu récupères de l'argent sur ton seul Steam pour le redépenser sur Steam. Mais tu ne peux pas le sortir. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça part rentrer à une banque. Et à ce moment-là, tu n'as pas du tout la même réglementation. Tu dois faire un KYC des gens qui créent des comptes Steam, etc. C'est pas possible. Tout ce qu'on aime. Donc, il faut laisser le marché secondaire faire, tout en disant, bien sûr, dans les conditions générales d'utilisation, ah non, il ne faut pas le faire, etc. Si on vous prend sur le fait en train de vendre via PayPal sur le chat Steam, on bannit tout. Comme ça, eux, ils ont toujours du répondant, un alibi vis-à-vis des régulateurs. Mais c'est tout. Ils ne peuvent pas se transformer en banque. Mais par contre, si on passait sur un modèle, on va dire, DAO, gouvernance décentralisée, une monnaie avec une tokenomics annoncée, planifiée, peut-être que là, à ce moment-là, ce serait différent. Et c'est intéressant, Marvin, tu parlais donc de Taped, donc les fameuses applications là, qu'on retrouve sur Telegram. La plus connue, c'est Hamster Combat. Il y a une petite hype. Vous pensez que ce genre de jeu, qui est assez simple, un peu tout le monde peut l'utiliser, est-ce que c'est vraiment c'est quoi votre avis sur ce type de jeu? Est-ce que c'est juste un phénomène Moi, c'est mathématique, parce que c'était du airdrop à la base. Moi, je l'ai farmé intensément, de toutes les façons possibles, parce que simplement, à la fin, il y avait un airdrop. Et juste, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est d'ailleurs ce jeu, comment ça fonctionne? Il fallait à la base juste
cliquais sur un hamster pour gagner des points et tu pouvais avoir des mécanismes pour acheter des petits objets et pouvoir augmenter tes points. Mais c'était vraiment tout bête. Hein. C'était du tap to earn. En fait, c'était le début des logiques de tap to earn. Et à la fin, en fait, c'était un airdrop qui a été teasé par le projet. Et on l'a clairement vu. Hein. Une fois que le airdrop est tombé, le jeu il a été oublié et tombé aux oublis. Il y a eu 2-3 personnes qui l'ont fait. Et en plus, il y a Metafight, il me semble, qui a fait un tap to earn aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et ça marche bien. Mine de rien, pour acquérir de la communauté pour les jeux, le Telegram, c'est dingue. Après, c'est toujours le même constat. Après, une fois que tu as airdroppé, c'est terminé. Quoi. Après, quelle est la qualité de ta communauté aussi? Parce que est-ce que sur les jeux Telegram, t'as pas des Indiens, des Pakistanais voilà, qui n'ont rien à faire du projet d'ailleurs? Et des bots surtout. Et des bots, bien sûr, évidemment. Après, il y a un élément que moi j'aimais bien, le fait de combiner le gaming et le airdrop. C'est ça le type to earn. C'est la fusion des deux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai comprise. C'est quand même, il y a un point que j'ai trouvé intéressant, c'est de se dire, finalement, les jeux les plus joués sont les jeux les plus simples. Et que parfois, juste avoir un comportement répétitif. Tu vois, par exemple, moi, en ce moment, je joue pas mal à Pokémon TCG. Et finalement, c'est quoi? C'est un swipe to play, en fait. Tous les jours, tu swipes, tu ouvres des trucs. Il y a toute une notion de collectible, il y a des combats. C'est plus complexe que ça. Mais finalement, l'effet addictif, c'est quoi? C'est d'ouvrir des boosters et découvrir ce qu'il y a dedans. Et ce côté des actions très simples, finalement, c'est le plus addictif. Tu parlais de Candy Crush. Je sais pas, il n'y a pas besoin de faire un AAA pour fédérer une communauté de joueurs. Et en fait, ce qui paraît le plus simple et finalement le plus compliqué à faire, c'est trouver un mécanisme et un gameplay qui soit simple, répétitif et qui fait que les gens reviennent en finalité. Et le tap to earn, c'était un peu ça finalement. Tu fais une action qui est hyper simple, mais qui fait que tu reviens systématiquement. Alors certes, il y a une incentive économique derrière, hein, mais c'est ça que j'ai trouvé cool, moi, dans ce mouvement tap to earn, perso. Ah, mais tu vois, c'est pareil, tu n'as pas réellement besoin d'intégrer du Web3 dedans. Nous, chez Venalabs, on l'a fait. On a fait un mini-jeu où tu peux ouvrir des packs un peu comme ça qu'on a fait pour le CryptoXR. Et c'est vrai que c'est dingue comment les gens, il n'y a aucune récompense. Le seul truc qu'on vous demande, c'est compléter la collection. Mais les gens adorent ça. Tu ouvres des packs, tu revances sur la marketplace, tu gagnes des points, hop, tu peux ouvrir plus de packs. C'est littéralement Pokémon. C'est le même principe. Ouais. Mais tu dis qu'il n'y a pas besoin de blockchain. C'est même dire la blockchain devient même un problème avec les situations d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun a sa blockchain favorite. Et après, comment être capable de venir, quelle que soit sa blockchain. Et là, demain, peut-être avec un jeu dans lequel tu as un vrai wallet abstraction, ou alors tu as une vraie interopérabilité, tu peux te connecter de façon omni-chain. Peut-être que tu vas lever certaines barrières aussi et pouvoir fédérer les communautés, voire même faire en sorte qu'elles combattent les unes avec les autres. Ça peut être drôle, ça. C'est ce que fait Immutable avec leur passeport. Ouais. En gros, ça te crée un passeport et après tu peux réutiliser ce même passeport pour tous les jeux qui intègrent le passeport Immutable. Donc ça évite à chaque fois de recréer un email, un mot de passe. Et ça te permet d'avoir un peu plus la main sur ton identité parce que tu peux potentiellement l'exporter ailleurs. Et là, typiquement, c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est bonus. Ça simplifie la vie. Tu peux pas faire tout un truc autour, quoi. Et même, malheureusement, ça ne marche pas tant que ça. Il y a plein de jeux qui sont lancés sur Immutable qui aujourd'hui pensent à partir parce qu'en fait l'écosystème Immutable n'est pas suffisant pour qu'ils puissent se développer. Et ils vont retourner sur les blockchains les plus connues, Solana, etc. Donc même cette innovation techno qui est effectivement bienfaitrice, elle rencontre un problème qui est celui de la croissance et de l'acquisition de joueurs. Après, tu as des technologies qui arrivent, hein, Layer 0, l'objectif, justement. Je pense que c'est ça aussi la problématique, l'interconnectabilité de blockchain. On a vécu la même chose avec la téléphonie dans les années 80. Si t'avais pas de téléphone, enfin si ton copain n'avait pas un téléphone Orange, tu pouvais pas échanger avec lui si tu étais chez SFR. Et au final, tu as eu un côté normalisé qui est arrivé et qui a fait que tout le monde a pu appeler tout le monde. Et je pense que c'est ça clairement qui nous manque. C'est pas que dans le gaming, c'est vraiment dans l'industrie. Mais il y a des solutions qui arrivent. Moi, je sais que Layer 0, j'ai adoré utiliser la tech. C'est quand même une solution. Et pour donner un petit peu d'optimisme dans tout ça, moi, ce au quoi je crois beaucoup entre le mix blockchain, Web3 et les cryptos, les jeux vidéo, c'est l'UGC, User Generated Content. Je m'explique. Pendant très longtemps, on a eu plein de jeux et de temps en temps, des communautés de modeurs qui modifient des fichiers du jeu pour ajouter du contenu, etc. Pour moi, il y a un vrai levier là-dessus, où on voit avec des initiatives comme NVIDIA Remix, je vous laisserai regarder, en gros, c'est une boîte à outils où, au lieu de dire aux gens, on prend les fichiers du jeu, donc on pirate le jeu, on modifie des choses, des textures, etc. On se prend la tête. Bah là, en fait, c'est au niveau du driver de NVIDIA, on comprend l'environnement, la map, l'occlusion ambiante, les éclairages, etc.
et on est capable d'avoir une boîte à outils qui vient changer les textures, les skins, les éléments, tout en temps réel, et ça se passe directement via NVIDIA. Donc en fait, une fois que tu installes ton pack NVIDIA Remix adapté à ton jeu, tu peux par exemple relifter un jeu qui a 20 ans, le mettre au goût du jour avec du ray tracing, rajouter des images avec de l'IA pour le fluidifier, etc., etc. Et tu pourrais par exemple, je sais pas moi, faire des maps à thème, Halloween, Noël, Super Mario, etc. Et à ce moment-là, trouver un... Et là c'est compliqué parce qu'il faut savoir aligner les intérêts, mais faire en sorte que par exemple un jeu autorise ça, autorise les gens à créer du contenu en surcouche du jeu, le monétiser, tout en prenant une commission de leur côté. Tu peux le faire avec la crypto, tu peux le faire sans doute. Voilà. Mais je pense que la crypto faciliterait à mort. C'est ce que j'allais dire. Ça marcherait dans la crypto, mais peut-être pas dans le Web 2 en effet. Le Web 2, il s'aimerait pas trop. Ouais. Ça, j'y crois vraiment beaucoup, parce que pour moi, le modding a un avenir dingue, tout simplement parce qu'il y a des joueurs passionnés de Zelda, de Mario, de Skyrim, de Fallout, de ce que vous voulez, qui refont une petite santé au jeu, ou même GTA d'ailleurs, et ça permet de relancer l'activité, et souvent c'est beaucoup plus quali que les remakes qui nous revendent à 40 ou 50 balles sur Internet. Yes. On va prendre quelques questions du public s'il y en a. Bonjour à tous, merci. Je voudrais justement rebondir sur l'UGC. En fait, ça se fait déjà dans le Web 2, par exemple avec Fortnite. La plupart des gens qui jouent à Fortnite, ils jouent pas seulement qu'à Fortnite, ils jouent avec les maps que d'autres utilisateurs ont créées. Par exemple, les maps Murder Mystery. Récemment, il y a une map Squid Game qui est sortie. Et en fait, on peut tracer l'argent que se font les gens sur ces maps. Les créateurs, ils se font des millions. C'est littéralement, ils sont multimillionnaires grâce à ces maps. Et du coup, je vois pas trop qu'est-ce que le Web 3 pourrait apporter à partir du moment où les gens sont déjà payés, enfin en cash. Et si on part sur du Web 2, il y a toutes aussi les questions d'impôts, de taxation qui viennent après si on convertit en dollars. Donc je vois pas ce que le Web 3 pourrait apporter à cette notion du GC. C'est plutôt le côté interopérabilité avec les moteurs. Ça peut se faire encore une fois sans blockchain, mais ce qu'il y a d'intéressant sur ce marché, c'est vraiment cette vision open source où ça fork, et tu peux avoir une traçabilité on-chain de qui a créé dans un premier temps, forké dans un second temps, revendu dans un troisième temps, etc. Je pense que ça peut faciliter ça. Voilà. Après, je suis peut-être dans le déni, je suis peut-être biaisé. Non, mais je rajouterais ce que tu viens de dire, un autre élément, c'est la liquidité. Je pense que la blockchain et les plateformes NFT, les échanges, etc., apportent aussi une liquidité qui peut être intéressante sur l'échange des actifs. Un autre élément, moi j'aime bien, c'est l'idée que la blockchain peut permettre de conserver son profil de joueur, ses datas, ses victoires, etc., d'un jeu à l'autre, d'un studio à l'autre, chose qui serait peut-être pas possible parce que justement les studios, ils communiquent pas les uns avec les autres. Et ça, c'est un truc qui existe déjà. Il y a des projets qui permettent de faire ton profil de joueur et que tu peux emmener d'un jeu à l'autre. Et ça, c'est transpartisan, trans-studio, je sais pas comment appeler ça. Et ça, c'est plutôt cool pour le coup. Je suis d'accord. Un digital ID, cross-chain, cross-protocol, cross-game, etc. Est-ce qu'il y a une autre question ? Juste une petite question. En fait, un jeu, par exemple, comme Dofus, sans parler du côté NFT et de rendre tous les objets justement NFT, mais au contraire, le côté vraiment économie. Dofus, par exemple, il y a une monnaie, c'est le Kama. Et au-dessus du Kama, il y a les Ogreen, en fait, qui permettent en fait, de transformer directement des euros en Ogreen et des Ogreen en Kama. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui un jeu comme Dofus, justement, éventuellement, de tester juste un serveur et de mettre justement en crypto ce principe, en fait, par exemple, de Green ou de Kama, et de tenter un petit peu l'espèce de rêve que moi j'ai entendu depuis des années, où par exemple, dans n'importe quel jeu, un très bon crafter, donc dans Dofus, ça pourrait être un crafter d'arc, de je ne sais quoi, et bien pourrait vivre, entre guillemets, de son travail dans le jeu, en transférant après les Ogreen en euros et créer vraiment une économie en fait, dans le jeu qui lui permettrait en fait, de vivre dans la vie réelle, entre guillemets, quoi. Yes. Alors en fait, il y a un problème fondamental qu'il ne faut pas oublier. Bon, tu as la réglementation dans un premier temps, oui. La régulation, c'est la règle. Mais c'est surtout, Dofus, typiquement, il y a là les gamins. Et est-ce qu'on a envie de mettre des gamins de 10, 12, 14 ans dans des logiques économiques, peut-être de casino, parce que ça va toujours plus loin. J'en reviens à Counter-Strike, ça a commencé avec des skins, et après ça a lancé des casinos de skins, des paris sportifs, après on est rentré dans des matchs truqués, on est rentré dans des piratages, des trucs vraiment dégueulasses, et Steam
et Valve se sont fait taper dessus par les régulateurs justement parce que ces casinos, il n'y avait pas de KYC. Donc on se retrouvait avec des enfants qui jouaient à des jeux d'argent alors qu'on a déjà des règles pour dire pas de jeux à gratter, pas de trucs comme ça pour les enfants de moins de 18 ans. Donc est-ce que ces studios aussi ont envie de prendre ce risque réputationnel-là? J'en suis pas sûr. Après, si je me trompe pas, il y a des jeux comme Fortnite où tu as les enfants qui prennent les cartes bancaires des parents et qui dépensent des centaines et des centaines dans les skins aussi. Donc c'est la réglementation de manière générale qui fait que... Avec l'accord des parents. Ah, mais même si tu l'as pas, c'est pas légal. Fortnite peut se défendre et dire on n'a pas Je veux dire, le problème, validé ça. même si tu as une monnaie virtuelle qui n'est pas une crypto-monnaie dans un jeu, ça peut poser un problème parce que des enfants peuvent y jouer et trouver des mécanismes pour acheter et revendre. Je te réponds sur ça. Fortnite, tu peux pas revendre ton skin. Donc imaginons, le gamin pique la carte bancaire, achète un skin, le parent se plaint, il peut potentiellement se faire rembourser et tu gèles le skin. La première fois, ouais. Et tu gèles le skin. À partir du moment où tu es dans un marché libre, ça se revend, t'as plus la main sur rien. Donc il y a aussi ce désir de contrôle. Mais tu peux avoir ce contrôle sur des systèmes type Layer 2, blockchain souveraine, etc. Bien sûr. Et puis par rapport, juste pour répondre à la partie avoir du rendement sur le fait de jouer à Dofus, est-ce qu'il y a vraiment une gain économique dans lequel on pourrait gagner de l'argent à jouer à Dofus? C'est comme dans World of Warcraft. Est-ce que si c'était vraiment le cas, est-ce que le jeu ne se serait pas effondré comme Axie, comme Stephen? Est-ce que simplement le fait qu'aujourd'hui tu joues pour jouer et non pas pour gagner de l'argent, c'est ce qui fait qu'il y a encore une communauté énorme de gens qui viennent pour jouer, quoi? Bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouveaux contenus qui sortent, des nouveaux skins, des nouveaux loots, et du coup, ça fait que tu es obligé de rejouer à chaque fois pour débloquer les nouveaux contenus, et l'économie, elle s'adapte. Et il y a aussi un contrôle des prix qui sont faits de la part des développeurs souvent, alors que si tu donnes vraiment la mainmise à la communauté et qu'elle fait un peu n'importe quoi avec les prix, ça peut partir en sucette. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus, d'ailleurs, dans les jeux Web3, on va dire une logique dual token où tu as un token Web3 avec un prix, et aussi une monnaie in-game, une premium currency, et cette premium currency, elle est gérée par le studio, pour que tu ne te retrouves pas avec des gens qui, en étant très riches, arrivent à game le système et devenir encore plus riches. Donc il y a un contrôle des prix. En fait, tu as des banques centrales autour de ces jeux-là. Messieurs, merci beaucoup. On arrive à la fin de la table ronde. Est-ce que vous voulez donner un jeu sur lequel vous êtes bullish, sans le détailler parce qu'on n'a plus trop le temps, mais juste voilà, rapidement, chacun votre tour. Bon, Jean, moi, évidemment, Fungible, hein, évidemment. En plus, on est en train d'instaurer là, du coup, des mécanismes de burn pour limiter la supply. On a également des royalties pour les premiers détenteurs des NFT, donc vous touchez des royalties à chaque fois que la carte est vendue. Et puis, bah, évidemment, c'est un projet plus de 300 joueurs de tennis sous licence exclusive, des top 10, des héroïques qui sont vraiment très intéressants, et un mode gratuit qui vient juste d'être lancé. Jérém, juste en 10 secondes. Pokémon TCG, venez me demander mon numéro de joueur. Marv. Ouais, je dirais pas forcément des jeux Web3 encore, on n'a pas trouvé la pépite, mais moi je dirais LOL. LOL, très bien, je te copie un peu. Bah moi, du coup, en tant qu'ambassadeur ultra, je vais vous dire Ashes of Mankind, qui est un jeu qui va sortir sur plusieurs launchers. C'est dans la logique Tarkov, c'est de l'extraction shooter. Et donc, il y a une partie pour les gamers d'un côté, une partie pour les gens du Web3 de l'autre, où tu peux monter des empires, des guildes, tu peux faire des petites guerres entre guildes, générer de la valeur, générer des contenus. Et comme ça, tout le monde y trouve son compte. Et le but, c'est de trouver un équilibre entre les joueurs et la partie création de contenu, en sachant que c'est des contenus qui sont cosmétiques, donc qui ne te permettent pas de prendre un avantage dans le jeu. Je pense qu'on n'aura pas la même discussion dans 2 ans. La conclusion, c'est ça. Il y a des projets qui ont levé des millions et des millions récemment. J'ai hâte de voir ce qui va être construit avec cet argent. Et au plaisir de continuer cette discussion dans 2-3 ans. Avec plaisir. Yes. Et moi, ce sera chess.com. Et alors, pour la petite anecdote, il y avait Immortal Game, qui était un projet français qui voulait justement rendre blockchain les jeux d'échecs. Finalement, ils ont fait un gros pivot. Donc voilà, j'espère qu'un jour, il y aura une initiative un peu similaire. Mais voilà. Merci les gars. Avec plaisir, merci à toi. Merci. Et merci au public. Merci à tous. Merci tout le monde.